De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bon mois de la francophonie, officieusement en mars. Le 1er mars. Bienvenue à De quoi tu parles de mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Puis on a-tu pas qu'une semaine aujourd'hui à l'émission pour commencer ce mois de la francophonie. On commence vraiment cette semaine avec un incontournable de la francophonie canadienne. Oui. Ontarienne et acadienne. Mais quand même canadienne. Parce que son impact est canadien. Oui. D'où ce qui a habité Acadie, Ontario. Il a probablement dormi une couple de soirs en Haut-Québec. Oui, il a clairement été dans l'Ouest canadien. Je sais pas. Je mettrais un petit brun. Du Festival de voyageurs? Je te mettrais un petit brun qui est allé partout, sauf peut-être le Nunavut. Moi, je suis pas mal sûr qu'il a été. Ouais? Oui, peut-être pas pour jouer de la musique, mais en tant que Marcel Amort, tu sais. Je viens de le name dropper. C'est comme ça. Et voilà. Marcel Amort, membre du groupe Cano. Oui. Groupe mythique. Le premier groupe, si on veut, franco-ontarien, c'est pas mal en même temps que Garoulou. Oui. Début des années 70, cette vague de peace and love, de hippie, de musique. De coopérative. De coopérative où que le monde vivait vraiment sur des communes. Oui. Cano vivait sur une commune à Sudbury. Exactement. Et puis, tout le monde ensemble. Dans la même cabane. Il était comme 10 qui vivaient dans la même maison. 10 ou 42. 42. Mon numéro préféré. Juste avant 43. Oui. Mais un honneur vraiment de le recevoir aujourd'hui. Puis qui est accepté. Oui, un pilier de la francophonie. Oui. Qui est encore autant engagé qu'il l'était à ses débuts. Hâte de voir comment que Cano est parti. Il était là au tout début avec André Paiement. De voir où est venue cette idée. Puis comment que c'est rendu à Sudbury? Parce qu'on l'a dit, acadien, oui. Il vient de la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. C'est loin. C'est loin. C'est pas centrale canadienne. On n'était pas dans... Ben, je veux dire, les gens voyageaient, mais t'étais pas comme « Ah oui, j'ai un ami qui fait telle affaire, je l'ai vu sur YouTube. » On n'était pas là, tu sais. C'est ça. Je pense pas que les appels se rendaient jusqu'à Sudbury. Peut-être qu'ils se rendaient, mais personne prenait la chance de l'essayer. C'est vraiment quand t'appelais pis t'avais encore le dispatcher. Non, ça, c'est comme les années 40 puis je viens de le vieillir. Ouais, je pense qu'il y avait déjà une ligne directe là, qui se passait. Oui. Peut-être pas, par exemple, de Baie-Sainte-Marie à Sudbury. Ça, je le doute. Mais ça se pourrait. Comment le petit gars de Clore en Baie-Sainte-Marie s'est rendu jusqu'à Sudbury et est devenu un des plus grands de la musique franco-canadienne et qui est encore impliqué. Il va nous le dire, sûrement, on va y en parler. On va y en parler. Il est en charge d'un gros festival qui s'en vient. On va laisser ça de même. On va laisser lui dévoiler le secret. Aujourd'hui, à l'émission De quoi tu parles de Marcel est mort. De quoi tu parles? De quoi tu parles de? Le petit gars de la Baie-Sainte-Marie, devenu un du grand Sudbury, non seulement membre du grand groupe mythique franco-ontarien, mais aussi dans le premier film franco-ontarien. Un honneur de le recevoir aujourd'hui à l'émission De quoi tu parles de Marcel est mort. Ça va bien? Yeah, ça va excellent. Merci beaucoup pour me recevoir. Oui, t'étais sur notre liste depuis le début. Le tout début. Oui. Puis on est finalement vraiment content de pouvoir t'accueillir aussi, puis évidemment de te poser plein de questions. Parce qu'on a plein de questions, parce que tu as un cheminement quand même fou, absurde à dire, parce que tu as fait tellement de choses, puis tu fais encore tellement de choses, puis tu es tellement investi dans la scène canadienne, franco-canadienne, on va dire, depuis tellement longtemps. Mais là, on a des questions, évidemment, pour nous, mais pour les auditeurs aussi, je pense. Puis on voulait savoir, évidemment, Cano, une grande partie de ta vie, grande partie qui a évidemment commencé ta carrière d'une certaine façon, de pouvoir avoir ce succès-là avec ton... Est-ce que c'était ton premier groupe? Je m'as posé ça comme première question. C'était-tu ton premier groupe à succès, si on veut? Ouais, si tu veux t'appeler, on peut l'appeler de même, I guess. Bon, j'avais un band au secondaire, là, okay. Mais à part de ça, quand je suis arrivé à Sudbury, on avait commencé un peu juste en duo, moi et André, là, on faisait des shows un peu dans le folk, si tu veux. Ouais. Puis de là, on a ramassé une bunch de monde pour partir le Cano.
So, ouais, c'était mon premier band après. Même mon band de secondaire était pas malade. Ouais. J'en doute pas, ça. Mais tu es originaire de la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Comment est-ce que Marcel Aymard s'est rendu à Sudbury? Pourquoi? À cause, c'est pas à la porte, là, tu sais, c'est pas changé. C'est pas à côté, non. C'est pas aller à Halifax. Non, Là, c'est tu fais, OK, c'est normal. Mais là, Sudbury, c'est un peu ça, loin, ouais. tu sais. Ah non, c'est une heureuse coïncidence, boy. Une petite histoire qui va avec ça. Je vais le raconter assez vite, là. Bon, quand j'ai gradué du secondaire, j'avais aucune idée que je voulais faire avec ma vie. Je sais que je voulais partir des Maritimes juste parce que je n'étais pas heureux ou parce que, comme j'ai grandi dans une famille pleine d'amour, là, c'était vraiment cool. Mais peut-être justement à cause de ça, je me sentais assez libre pour juste partir, puis je voulais partir, je ne savais pas trop où. Une de mes sœurs que j'admirais beaucoup était dans le milieu du travail social. OK. Comme travailleur social. Puis, peut-être que ça peut être cool. Commence à explorer. Il y avait un cours. Je ne voulais pas aller au Québec. Ça, c'est officiel. Puis, je connaissais une personne qui était déjà à Laurentienne, justement en travail social. J'ai appliqué là. Puis, j'ai appliqué aussi à l'Université de Windsor. Wow. Il y avait un cours là aussi. Puis là, la seule raison que j'ai appliqué là, c'est parce que j'étais un gros fan de la musique Motown. OK. Ouais. So, je me dis, hey, je veux juste l'autre bord de la rivière de Détroit, man, ben voilà. Mais là, écoute, rendu au début de l'été, j'avais pas eu de réponse de... Bon, mes marques étaient comme so. Mais... Puis je dis, OK, mais quand même, je veux partir. Puis je suis parti avec un ami, je suis déménagé à Boston. Wow. Pour savoir, Boston et les Maritimes, il y a comme une histoire de longue date. New England puis les Maritimes, c'est comme pour longtemps, il n'y a presque pas de frontières. C'était vraiment du va-et-vient. J'ai beaucoup de parenté là encore aujourd'hui. Comme ça, la connexion au Boston est quand même assez normale, surtout à ce temps-là. Un peu moins aujourd'hui, je dirais. Mais surtout à ce temps-là, la connexion. Je suis parti pour le Boston. Puis j'étais là je sais pas, un mois. Puis là, j'ai reçu, en parlant avec ma maman, que les 2 déposés étaient rentrés, puis que j'avais été accepté aux 2. Bon, comment qu'on décide? Pour moi, dans toute ma sagesse, flip a coin. Heureusement, ça tombait sur Sudbury. Wow! J'ai tourné à Nouvelle-Écosse, dire au revoir à mes parents, puis je suis parti sur le pouce jusqu'à Sudbury. À ce temps-là, tout le monde faisait du pouce aussi. Puis je suis arrivé là, puis écoute, c'était la meilleure décision que j'ai jamais faite de ma vie. Wow. Tu le pousses tout le long, comme jamais rencontré un ami ou peu importe. Ben, j'imagine que tu as fait des amis avec le nombre de routes que tu as faites, mais. Tu sais, là, on parle des années 70. Début des années 70. Il y a beaucoup, surtout les jeunes, on faisait tous du pouce. C'était vraiment populaire. Il n'y avait pas d'histoire de meurtre, puis de massacre ou de whatever, de viol collectif, whatever. C'était quand même super cool. Tout le monde voyageait beaucoup comme ça à l'époque. Et ouais, je me suis rendu jusqu'à Sudbury sur le pouce. Yeah. Wow. Puis là, parce qu'en même temps, dans beaucoup des villes, il y avait comme, tu sais, je pense que ça existe encore, il y avait comme des youth hostels. Oui. Des places à coucher pour justement les jeunes qui étaient sur la route, qui l'ouvraient, tu sais, puis tu avais une place à coucher, puis, tu sais, whatever, une toilette, puis un petit déjeuner même des fois. Puis quand tu arrivais à une petite ville, je sais pas, comme même tu sais, les petites villes comme Fredericton ou tu sais, sur la route Rivière-du-Loup, il y avait des affaires de même. Tu cherchais où est-ce que tu allais, tu sais, le youth hostel. Il y en a presque partout. Tu trouves toujours une place à coucher, ça. C'est fou à penser que l'histoire de Cano existe parce que un 30 sous a bien atterri. Oui. Hey, je me rappelle pas, mais ça dû était à 5 cents. C'était peut-être un 1 cent. Whatever ce que tu avais dans les poches, j'imagine. Mais c'est exactement que la destinée de tout ça est un jeu de pile ou face. Puis ça l'a amené à des répercussions évidemment incroyables dans ta vie. Mais ce qui est fou, c'est que pas juste dans ta vie, dans la vie de plein de gens, mais aussi
des fans, des gens qui puis la culture, évidemment, franco-ontarienne, franco-canadienne au grand complet, tout ce que vous avez créé, c'était vraiment quelque chose d'unique. Puis de pouvoir le faire en communauté, c'était comment de pouvoir faire ça? De le faire en communauté, tu veux dire? En commune, comme vous aviez, comme la façon que vous viviez, la façon que vous tu sais, je veux dire, vous viviez de ça à 100%, tout ensemble dans une maison et tout, de pouvoir faire ça. On entend ça de moins en moins. Les gens, ils font de la musique à distance maintenant, tu sais, de LA à Montréal ou peu importe, tu sais. Mais vous, c'était vraiment en bande de pouvoir le faire ensemble 24 heures sur 24. C'était quoi? Ouais. Ben, c'était vraiment cool. On va dire, comme tu dis, parce que tout le monde était vraiment pas riche. Comme ça, on trouvait une grosse maison, puis on était capable de se partager le loyer. Mais en même temps, c'était une façon de vivre, c'est une façon d'être en plein dans dans ton art, de ce que tu as essayé de créer, dans ta création. Tu n'avais pas un side job, tu n'avais pas un, des fois tu trouvais des petits jobs, etc. pour des choses comme ça, mais vraiment, tu étais là à temps plein. Avec Cano, ça était quand même assez vite. On s'est ramassé, comme je disais, ça a commencé avec moi et André un peu en duo, puis là, on a commencé à ramasser du monde, puis on a fait un premier spectacle à Sudbury. On a enregistré le spectacle. C'était notre premier show. Wow! Qui était hallucinant, vraiment spécial. Puis, avec ces enregistrements-là, on a choisi 3-4 tonnes, un démo pour l'envoyer à des compagnies de disques pour voir s'il y avait de l'intérêt. Et A&M Records, qui n'existe plus à ce temps-là, mais ça a été acheté par Warner, eux commençaient justement à avoir un catalogue. Tu sais, c'était les débuts. Il n'y avait même pas de catalogue, il n'y avait pas de groupe français de signer, à francophone de signer encore à A&M. Heureux, c'est que on a piqué l'intérêt de A&M. Un sidebar intéressant, c'est que le président de A&M Canada à ce temps-là, c'était un monsieur qui s'appelait Jerry Lacourcière. Il était natif de Sturgeon Falls. On a fait un show à la Holiday Inn à Sturgeon. Puis le A&R guy de A&M est monté nous voir en live. Et ça a commencé là comme ça. Dans vraiment d'un an, on avait comme un contrat de 5 albums de signer avec A&M Records. Incroyable. Puis on était évidemment le premier groupe francophone à être signé avec eux. Comme ça, à partir de ça, tu étais capable de travailler. Il y avait quand même un peu d'argent de subsistance qui venait de la compagnie pour qu'on reste ensemble et qu'on crée, évidemment. Évidemment, tout cet argent-là, c'est all recoupable sur les ventes. Il ne faut jamais oublier ça. Mais quand même, ça nous donnait un petit coussin pour rester ensemble et travailler ensemble. Comme ça. Mais justement, tu parles de ces débuts-là de Cano. Quand tu es arrivé à Sudbury, comment est-ce que la rencontre entre toi et André s'est faite? C'était-tu dans des open mic, une soirée de jam, un party? C'est ça, j'avais jamais vu Sudbury, évidemment, soit j'arrive là, puis à ce temps-là, le landscape était une miette plus noire qu'il l'est aujourd'hui. Ça, c'était frappant. Ma première rencontre avec André, j'étais à Laurentienne. Évidemment, la première semaine à Laurentienne, pardon, comme genre Frosh Week, je ne sais pas s'il appelle ça encore. Oui. Il y avait toutes sortes de spectacles, des événements, whatever day is, etc. Puis un de ces shows-là, c'était un show que la troupe de théâtre universitaire de l'année précédente, il avait joué le show. Puis dans cette troupe universitaire-là, il y avait André, il y avait Robert Paquette, il y avait Denis Saint-Jules, il y avait Régent Grenier, il y avait... Ou j'en oublie là, mais c'était toute une gang de monde comme ça. Et c'était un show, c'était quoi le show? Je pense que c'était le 7e jour. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus la pièce. Mais anyways, c'était un show multimédia.
OK. Dans le sens qu'il y avait un slideshow. Wow. sur un écran, il y avait de la musique originale, c'était une pièce originale. C'était pas du théâtre traditionnel. Moi, quand j'ai vu ça, et que j'avais jamais vu de théâtre de ma vie, j'ai grandi dans un petit village, il y a point de théâtre ici. J'ai vu ce show-là et j'ai capoté. J'ai dit, holy blang. Qui c'est que ce monde-là? Je veux trouver ce monde-là. Et ça donnait que André est encore à l'université et est en charge de la troupe universitaire à Laurentienne. Et j'ai signé up pour la troupe. Et c'est comme ça que j'ai rencontré André. Puis là, tu as juste commencé après ça à être dans le monde du théâtre aussi, parce qu'évidemment, on parle de musique depuis tantôt, mais le théâtre a pris une grande partie dans ta vie aussi. Ça a été... Ouais, ça commençait avec le théâtre, en fait. Ouais. Parce que quand c'est ça avec André, puis là, tout de suite, la troupe universitaire, c'était des créations. C'était beaucoup des créations collectives, mais beaucoup des créations qui venaient d'André, évidemment. Puis la musique, comme ça, c'est là qu'on a commencé à créer des shows de théâtre, à créer de la musique pour les shows de théâtre et tout, et les jouer. Puis de là est venu le théâtre de Nouvelle-Ontario, à partir de cette troupe-là. Bon, il y avait un petit cheminement, là, of course, là-dessus, mais c'était quand même, c'était ça les origines, là, vraiment, de la troupe universitaire qui est devenue le théâtre de Nouvelle-Ontario. Et j'ai travaillé au TNO pour quelques années, au début du TNO, on était une petite gang, là. Et de ça, la musique est venue de ça, et même les premières chansons de Cano, c'était des tunes qui avaient été écrites pour les pièces de théâtre, par exemple, comme le vieux Médé, vous savez, un show de théâtre. Soleil, mon chef, ça va être une pièce de théâtre. C'était tout... ça a toujours été une grande partie de ma vie en théâtre. Par après, plus loin, quand on était rendu à Toronto, j'ai pris des cours de théâtre. Et j'en ai fait un peu plus sérieusement pour quelques années et j'ai fait beaucoup de sound design pour beaucoup de pièces de théâtre. Beaucoup, c'était une grande partie que j'adore toujours parce que c'est du collectif. Moi, j'aime beaucoup du collectif. J'aime beaucoup travailler avec du monde. C'est comme, travailler avec un band, je préfère de loin travailler avec un band qui est un artiste solo, par exemple. Je cherche tout le temps des projets collectifs. Il y a une couple de semaines, on a parlé à Michel Lalonde de Garolou. Puis c'est juste drôle que dans deux parties de l'Ontario, deux bandes de musique sont parties. Est-ce qu'à l'époque, la gang de Cano, vous connaissiez la gang de Garolou ou c'était juste vraiment un addon? Il y avait peut-être même une rivalité que hey, eux autres Garolou à Cornwall, qui c'est qu'ils font? C'est bien mauvais. Y avait-tu ça ou c'était. Ben, c'est très peace and love aussi, les années 70. C'était comment ça? Ouais, ben c'était vraiment pas compétitif du tout. Vraiment. Et on se respectait un et l'autre beaucoup. Puis on se rencontrait ici et là dans des festivals, dans des shows comme ça. On était très conscients de l'autre. À un moment donné, on a même utilisé le même réalisateur d'albums. Comme ça, on s'est connus. Hein, il n'y en avait pas beaucoup de bands à ce temps-là. Même chose avec Beaudonnage. J'ai commencé avec Harmonium, les Séguin, Richard. Je me rappelle Richard et Serge Fiori qui était venu nous voir, Cano dans un bar dans le Vieux-Montréal, puis on les a rencontrés par après, puis tu sais, ça venait tout parce que c'était tellement... C'était les débuts vraiment de l'industrie de la musique francophone, là. Pas juste au Québec, mais surtout au Québec, évidemment, mais en dehors et tout. Là. C'était pas... On n'était pas beaucoup, comme ça, on se connaissait pas mal tous. J'ai récemment, ça fait quand même quelques années que j'avais vu un extrait, mais récemment, j'ai écouté le film au complet, le dernier des Franco-Ontariens. Et puis, évidemment, il y a une scène plusieurs scènes qui m'ont marqué, évidemment, le film au grand complet. Et puis, je pense qu'il y a comme une nouvelle génération qui ne connaît pas ce film-là, bien évidemment. Il est disponible sur YouTube pour tout le monde qui veut le voir. Mais il y a une scène où tu sors, évidemment, un genre de, on va dire, dépotoir, mais très 90s, là, parce qu'il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de trucs numériques aussi. Et puis là, après ça, tu commences à vivre
dans le monde du dernier Franco-Ontarien, si on veut. C'était quoi de jouer dans ce film-là, puis d'avoir ce rôle-là, un peu du outcast, si on veut, d'une certaine façon, dans tout ça, puis le gars qui observe qu'est-ce qui se passe, puis qui fait la liaison entre chacune des scènes. C'était quoi de vivre ce film-là? Ouais, non, c'était extraordinaire comme film, comme expérience de tournage. C'était avec Jean-Marc Larivière qui a réalisé ce film-là. Oui. Avec Sophie. C'est surtout Jean-Marc. Puis c'est ça, on avait tourné dans le Nord, Sudbury, dans le bout de Fauquier et tout. Oui. Kapuskasing, dans ce bout-là. Non, c'était vraiment une expérience. C'était ma première expérience devant la caméra. OK. Puis c'était. Bon, évidemment, j'avais joué avant, mais devant la caméra, c'était ma première expérience devant la caméra. Ça, c'était juste pour apprendre un peu. Le jeu de caméra est évidemment différent qu'un jeu de scène, de théâtre. Mais beaucoup d'apprentissage, beaucoup de tu trouves dans des situations qui te mettent en danger parce que tu n'es pas certain si tu fais la bonne chose. Ou, c'était vivre, c'est quoi l'expression? En dehors de ta zone de confort. Oui. Mais ça, vous savez, comme artiste, souvent, on se trouve dans ces situations-là. C'est souvent ces situations-là de vivre en dehors du confort que tu découvres plein de choses, puis que tu s'amènes à des choses vraiment fun. Ça peut être désastreux et tout. En général, t'espères que ça va aller bien. Ouais. Mais il y a peut-être un spectacle hors de votre zone de confort, puis je sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Le show que vous avez fait en 2010, à la nuit sur l'étang, quand que Cano, vous êtes réunis ensemble, justement pour faire ce dernier show-là, évidemment, Cendré, tout ça. Ça a dû être une soirée remplie d'émotions. Je sais, pour le monde dans le foot, c'est des choses que le monde parle encore. Absolument. On est 14-15 ans plus tard. Ouais. Pour toi, d'être sur la scène, de faire ce spectacle-là, de voir les réactions que le monde aussi ont dans la foule, c'était comment, ce feeling-là? Ouais, ça a été une belle expérience, évidemment, pour être capable de faire ça, mais aussi au niveau personnel, parce qu'après quelques années, des canaux sont pas mal tout éparpillés un peu partout. Oui. Comme ça, juste la chance de se retrouver ensemble, puis passer du temps ensemble, ça c'était beaucoup de partie de l'expérience. Oui. Les vieilles jokes qui sortent. Puis, les histoires, puis tout. Les vieilles histoires. Ça, c'était une grosse partie du fun pour moi. Ça va être un challenge, je me rappelle et tout, surtout pour des gars comme le guitariste Dave et même au violon. Il y avait beaucoup de... Si les tunes de Cano, c'était pas nécessairement des tunes simples à jouer, surtout comme des affaires, je sais pas, comme Mon Pays, puis Spirit of the North, des choses comme ça, des solos, puis des partitions violon-guitare qui sont très liées ensemble, puis comme ça, je me rappelle, les gars va travailler fort pour se retrouver là-dedans, puis retrouver les chops, puis être capable de se sentir à l'aise en le faisant, puis avoir du fun. Ça, il avait travaillé fort, je me rappelle. Puis évidemment, devant le public, c'est la scène, c'est un buzz comme nothing else like it. C'est certain. Puis ce qui est fou, c'est que c'était notre ami Nick Séguin qui était à la console de son. Et lui, à ce jour, il dit que c'est un de ses meilleurs shows qu'il a vu puis qu'il a eu la chance de mixer. Fait qu'on entend les échos de son côté aussi, qui est vraiment le fun. Mais là, maintenant, t'es rendu à faire... T'as une maison de production. Sur quoi tu travailles en ce moment? Qu'est-ce qui t'allume? Avec quel genre de collaboration que tu es en train de faire? Ouais, tu sais, moi, j'étais pendant toute ma carrière, je me suis un peu promené dans toutes sortes d'affaires. Un peu partout. Au niveau de la musique, le théâtre, toute l'affaire de poésie, musique et tout, qui m'a toujours intéressé beaucoup. Un projet qui s'appelait Cri et Blues, qu'on a fait dans le passé, avec Dalpé et Brigitte Atkins, qui était hallucinant. Puis, c'est ça, avec les années, évidemment, je fais moins de scène. Je suis moins intéressé sur la scène. Je suis moins intéressé à
à refaire ce que j'ai déjà fait, là. Je me cherche toujours des nouvelles aventures, des nouveaux projets. Je me cherche des choses que j'ai jamais faites avant. Mais je sens que j'ai beaucoup de bagages à toutes sortes de niveaux. Là aujourd'hui, je suis sur un gros contrat en fait, c'est un contrat de 2 ans pour un spectacle, pour un festival qui s'en vient l'été prochain en Nouvelle-Écosse. C'était un congrès mondial acadien. Ouais. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les congrès mondiaux acadiens, c'est plus qu'un congrès, c'est vraiment pour nous autres, ça va être 9 jours de spectacle, de musique. Il y a un volet art visuel, un volet cinéma, un volet art et littérature, des conférences. C'est vraiment un gros call-out à tous les Acadiens sur la planète. Wow. Puis ça se passe juste à chaque 5 ans. OK. Et à chaque 5 ans, ça change de lieu. Ouais. Comme ça, le dernier, en 2019, c'était dans la région de Moncton, puis il y avait eu des activités aussi sur l'île du Prince-Édouard. OK. Et là, en 2024, cet été, le mois d'août, du 10 au 18, c'est dans la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, où j'ai grandi. Comme ça, je travaille mon titre officiel, c'est directeur de la programmation. Wow. Mais c'est pas mal un wide-ranging titre. Directeur de la programmation et tâches connexes. Ouais. C'est ça. Tu sais, il y a tout le temps la petite phrase en bas du contrat. Et toute autre tâche que la direction pense, whatever, blablabla. Mais tu parles du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Moi, mes parents sont déménagés en Nouvelle-Écosse. Ils ont fait le voyage inverse de toi, essentiellement. Là. C'est du monde du nord de l'Ontario qui habite maintenant en Nouvelle-Écosse. Okay. Puis, ils avaient regardé à vivre, justement, dans la région du sud-ouest. On avait été à Mavillette, Bellivo's Cove, Yarmouth. Puis, je pense que c'est une place que peut-être le monde ne pense pas aller visiter souvent. Et ça doit être la plus belle place au pays que j'ai vu. Ah oui, puis, la culture francophone, les personnes super accueillantes. Puis, il y a une grande communauté artistique aussi. On le voit maintenant avec des petits Bellivo, des Peanut Butter Sunday, de tous ces artistes-là émergents de la francophonie dans la Nouvelle-Écosse viennent de là. C'était-tu de même quand toi t'as grandi aussi? Y avait-tu cet esprit, évidemment communautaire était là, mais artistique? Ça a quand même été assez évident que, c'est quoi le mot? La musique a tout le temps été vraiment présente, c'est sûr. Pas autant au niveau qu'aujourd'hui, comme moi, j'avais pas vraiment, moi quand j'ai grandi, j'avais pas d'exemple de quelqu'un de par chez nous qui faisait ça comme carrière, si tu veux. Mais il y avait plein de musiciens et des bons musiciens. Chaque maison, il y avait un musicien dans chaque maison, on dirait. C'était beaucoup, tu sais, mais c'était des parties, des times, des fins de soirée, des parties de cuisine, des times chez des bootleggers, que les instruments, ça sortait à 3 heures du matin. C'était très, très présent. Puis, beaucoup de musiciens. I guess moi, j'étais peut-être un des premiers à sortir puis faire, en fait, en carrière. Je peux peut-être penser en même temps avec Ken Saunier, qui était un membre de 1755, qui a fait un peu dans les mêmes temps, et après Johnny Como, qui a fait beaucoup de longue carrière, mais ouais, ça a quand même toujours eu un côté très, très artistique dans le coin. Je sais pas, c'est parce que c'est comme tu dis, c'est pas une région que le monde passe ici, parce que souvent, si tu veux venir ici, il faut vraiment que tu viennes ici. C'est pas comme si c'était à côté d'eux, puis tu t'es arrêté en t'en allant vers... C'est pas sur le chemin de quelque chose. C'est le chemin vers Yarmouth. Après Yarmouth, c'est tu loop back around. Tu sais, t'as fini le chemin, il arrête, là. Il n'y a plus de raison. Il y a l'océan. C'est pas la transcanadienne. Non, c'est ça. C'est pas une sortie que t'arrêtes. Je vais aller prendre un coke. C'est ça. Ouais, puis la plus belle c'est un genre d'isolation comme ça que pour moi, ça me rend dans le nord de l'Ontario, dans ce sens-là. Je me sentais pas dépaysé tant que ça. Dans ce sens-là, c'était tout à fait normal. Je me sentais à l'aise, même parce qu'on était
un petit peu loin du reste du monde. Ouais. Puis là, de pouvoir faire la programmation, justement, d'un festival, de retourner chez vous, puis d'avoir ce mandat-là, est-ce que c'est quelque chose qui... Évidemment, c'est quelque chose qui te passionne parce que je sais que tu es un mélomane, je sais que tu es quelqu'un qui tripe sur la musique, qui en écoute beaucoup. Est-ce que de pouvoir, justement, aller chercher un peu des styles de tout le monde pour vraiment satisfaire tous les Acadiens, c'est un gros mandat quand même? Tu trouves ça difficile? Ouais, non, c'est un gros défi, c'est sûr. Évidemment, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais il faut que tu fasses son équipe. Pour les gros spectacles, j'ai engagé des directions artistiques pour les grands spectacles. Oui. Je travaille avec eux pour choisir la programmation des grands spectacles. J'ai en fait aussi de mon côté pour autre chose à l'intérieur, mais ça m'a pris un bout pour comprendre c'était quoi un congrès mondial. Même, j'en ai participé à un il y a 20 ans passés. Okay. C'est la dernière que j'avais vu. Mais quand même, d'essayer de certains points, tu veux show off ta communauté. Puis en même temps, tu veux aussi amener du monde d'en dehors et je parle comme des artistes, pour donner la chance à beaucoup les locaux et le monde qui vont être ici, d'artistes qui viennent de partout de la diaspora acadienne. So, c'est trouver ce genre de sweet spot-là entre le local et le monde qui vient d'en dehors, de créer des événements qui sont tous uniques en soi, que tu n'as pas l'impression que tu vois le même spectacle tous les soirs, ouais. Que c'est tout une expérience complètement différente. On est dans une situation rurale ici, comme ça, on n'a pas beaucoup de grandes infrastructures pour faire des gros événements. Ouais. Comme y a-t-il assez d'hôtels, mettons, là? Et juste ça, tu sais, au niveau d'accueillir tout ce monde-là, exactement. L'hébergement, les ressources humaines, gros challenge. D'autres l'équipe, on est tous éparpillés partout. Il y a des mondes qui sont sur place, mais on a des mondes qui sont à Halifax, à Moncton, dans d'autres places en Nouvelle-Écosse. Vraiment, beaucoup de meeting teams, là. Ouais. Ou Zoom ou whatever. Puis, c'est un gros challenge, gros challenge. Mais c'était un peu ça et tout. Le fun, le défi de faire ça, parce que c'est pas non plus comme si le festival est déjà existant, puis tu fais juste dire, OK, ben, il y a cette salle-là, puis il y a cette salle-là, puis il y a des artistes, puis tout est là. Il n'y a rien quand tu arrives. C'est comme, faut que tu l'inventes. Ouais. Tu sais, c'est comme, bon, tu as certains types de spectacles que tu dois produire, créer, et tu as des éléments que tu dois faire, mais tu sais pas comment tu vas le faire. So, c'est ce défi-là, ce gros puzzle-là, parce que c'est un gros puzzle. De manière de tout voir, OK, comment tout ça va être créé et bâti ensemble. Pour moi, ça, c'est vraiment ça le défi. Après ça, ben, c'est comme je dis, j'aime ça travailler en équipe, j'aime ça travailler avec des gangs. Ça me parle beaucoup et tout. Puis être proche, évidemment, puis revenir proche de ma communauté et tout. Puis, j'ai beaucoup de discussions avec des groupes communautaires, avec les artistes visuels du coin, avec les chorales, les fanfares, tout le monde qui autour. C'est vraiment cool de prendre contact avec tout ce monde-là. Vraiment, et tout. Là, ça, c'est vraiment cool. Puis s'il y a du monde qui nous écoute, qui disent « Ah, OK, ben là, ça me tente d'y aller », mettez sur votre bucket list de places à visiter la plage Mavillette. C'est incroyablement beau. Absolument. Il n'y a pas grand monde. C'est un bijou caché. Là, je le décache un peu. Là. Il va peut-être avoir bien du monde du 10 au 18, par exemple. Peut-être qu'il va y avoir un beach party. On ne sait pas, mais c'est une perle qu'on a au Canada puis en Nouvelle-Écosse. Fait que allez là, c'est très beau. Sinon, Marcel, on te souhaite vraiment que les gens répondent à tes courriels, que ta programmation va bien, qu'il y a des gens qui se présentent au festival, mais on te souhaite surtout un bon festival, puis en tout cas, sont chanceux, sont en bonne main avec toi. Puis, ben c'est ça. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui.
Puis j'ai l'impression qu'il va falloir te réinviter parce qu'on a juste égratigné une coupe d'histoires, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a des bonnes aussi à l'intérieur là. Fait que merci pour ton temps, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup les gars pour l'invitation, c'est vraiment cool. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une histoire qui s'est toute décidée sur un 30 sous. Peux-tu croire que c'est ridicule? Ta vie aurait pu changer que ça avait été pile ou que ça avait été face? Marcel est mort aurait fini à Windsor. Il aurait été triste. Moi, dans ma tête, je pense que être une personne grandiose comme Marcel est mort, même si tu finis à Windsor, tout se passe pareil. Mais je pense qu'il aurait traversé la rivière. Ouais, probablement que ça aurait rendu au Motown pour vrai. Ouais, ça aurait rendu à Détroit. Peut-être qu'il aurait parti une marque de char. Ouais, ça aurait été moins progressif son affaire, ça aurait été plus peut-être 70s disco. Ouais. Peut-être plus rock même. Peut-être aussi, parce qu'après ça, c'est devenu un peu plus rock. T'as raison. Peut-être qu'il aurait été le père de Eminem. Ouf. Imagine. Ouais. C'est pour ça le premier M de Eminem. Oui. Marcel. Money. Marcel Money. Eminem. Moi, la première fois que j'ai rencontré Marcel, c'est pas la première fois. Eminem, non, Eminem, je l'ai jamais rencontré. Okay. Mais c'est pas la première fois que je l'ai rencontré, mais la première fois que j'y ai parlé longtemps, c'était chez Ben la Bédaine à Granby, pour les gens qui connaissent la référence. C'est une grande enseigne. C'est pas une personne. Non, excuse-moi, c'est un restaurant. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une personne. C'est un nom de mon oncle. Non, mais c'est une patate frite, un stand, mais avec une place intérieure. Il y a un énorme enseigne lumineux. OK. Et puis, toute une histoire qui voulait la garder, mais il n'y a personne qui répare. Puis, en tout cas, c'est une grosse affaire. Finalement, elle est encore là, elle a été réparée, tout est beau. Mais j'ai parlé à Marcel alentour d'une coupe de hot dog puis d'une poutine, tu comprends? Okay. Pas moi, là, les autres, ils mangeaient. Moi, je mangeais, je pense, une frite Hamburg. Mais reste que c'est la première fois que j'ai commencé à entendre certaines histoires, puis on jasait, puis c'était vraiment juste... Je trouvais ça ridicule d'être à cette place-là avec un membre de Cano. C'est ça. Et aussi, juste... Marcel est mort, juste de son vécu. J'étais comme, moi, j'ai rien fait. T'as tout fait, puis on est chez Ben la Bédaine. Puis t'es avec nous autres, j'étais avec mon ami Pat Harrison aussi. Puis lui, il tripait sur un méchant temps. Moi, je venais de découvrir Cano et tout ça. Lui, il avait toute on l'a dit, la hiérarchie. Puis je pense que c'est vrai, il va falloir le réinviter. Ah oui. Parce qu'on a qu'effleuré certaines histoires de Cano. Juste la genèse de lui qui se rend à Sudbury est impeccable. Ben, et puis là, il nous a parlé de ses shows avec Jean-Marc Dalpé qu'on n'a même pas parlé. Brigitte, je suis comme, come on, là. Il faut le réinviter. Oui. Puis il faut creuser. Je pense que ça va être une tome. Ça va être une tome de 10 épisodes, genre. Probablement. Ça va être des chapitres. Chapitre 1, 2, 3, 4. Peut-être une par décennie. Ah, peut-être, hein, on pourrait faire ça. Un 40 minutes par décennie, ça 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. On pourrait faire un 20 minutes. Attendre un peu. Un grand merci d'avoir été là. Puis on a dit, on commençait avec les grands de la musique franco-canadienne. Puis ça continue demain avec Yves Doyon, membre d'En Bref. Ici, dans le Nord. Pour des personnes audio spécifiées, il sonne exactement comme Steph Paquette, mais ça ne l'est pas. Moi, tu trouves? Moi, le monde de Sudbury, c'est pareil. Ça sonne pareil. Moi, je trouve pas que c'est exactement pareil, mais il y a une ressemblance. C'est pas loin. Pas loin, on va accepter pas loin. On se dit à demain? À demain!